Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le con du mois, alors ce mois-ci j'ai hésité entre plusieurs, et finalement j'ai choisi, c'est un petit con du mois, c'est pas un gros con du mois, c'est Tariq Ramadan, mais pour avoir appelé à la rescousse contre moi, à sa conférence de Lille, Marc-Édouard Nab. Parce que ça a été une catastrophe, puisque en fait il a été obligé finalement, comme il sait si bien le faire de manière très alambiquée, de le désavouer sur à peu près tous les points qu'ils ont abordés. Et surtout, il a fragilisé sa position, puisque en montrant que finalement il était sur la même position que Nab, c'est-à-dire une position qui valide le conflit de civilisation d'une certaine manière, et surtout une position pro-Qatar, pro-Bernard-Henri Lévy en Libye, pro-mondialiste en Syrie. Effectivement, sa position devenait de plus en plus identifiable et ambiguë quant à quelqu'un qui résisterait à la domination impériale américano-sioniste. Voilà. Donc je veux pas enfoncer, comment dirais-je, Ramadan, parce que finalement, je pense que les gens comprennent petit à petit, effectivement, quel jeu il joue et à quoi il sert, parce que finalement, il a beau employer fournir des analyses assez complexes et subtiles, assez proches des miennes, ses conclusions arrivent toujours, finalement, il choisit toujours du côté de l'Empire à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un côté enfumage, quoi. Hein. Quant à Nab, je ne veux pas l'enfoncer non plus, parce qu'on va montrer les extraits de la vidéo de Lille. Là, je dirais que c'est plus que ridiculisé. Il a montré qu'il était, je ne sais pas, sur le plan littéraire, on peut en discuter, de toute façon, des gustibus et de coloribus non disputandum, comme disaient les anciens. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas le latin. Ça, c'est une petite allusion à mes Fessoli. J'ai fait du latin, moi, contrairement à lui. Ouais, on voit que le Nab, en fait, est un vieil ado, finalement, un peu artiste, mais qui n'a aucune culture et aucune conscience politique. Strictement aucune. Et là, c'est presque pitoyable, quoi. Hein. Car, en effet, ce ne sont pas des révolutions à proprement parler, mais ce ne sont pas non plus seulement des soulèvements. Moi, je dirais que ce sont des décapitations. C'est-à-dire que ce qu'il y a de commun dans tous ces mouvements auxquels on assistait, c'est qu'ils ont décapité le chef. Tout ça est mystique. Moi, je vois aussi la mystique depuis toujours, mais depuis le 11 septembre, c'était un acte déjà mystique. Il faut faire attention à cette manipulation qui est toujours à la fois littéraire, parce que ça vient toujours de quelque chose de littéraire et de soi-disant lyrique. Nous sommes tous, je crois, parenthèse ici, des farouches opposants à la théorie du complot, quel que ce soit. On a besoin d'en parler. Donc, même s'il y en a qui pensent ça, ils ont tort. Non, mais moi je suis pas du tout dans la théorie du complot. Simplement, ce que je suis mis en évidence, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Je pense que ce tandem Nab-Ramadan est une catastrophe pour les deux, puisque Ramadan montre, finalement, malgré tous les efforts qu'il fait, que Nab est un imbécile en politique, avec des arguments d'un enfant de 12 ans, quoi, je veux dire, d'un gamin de la bourgeoisie avec une idéologie gauchiste. En plus, c'est assez bizarre. Hein. Et puis d'un autre côté, Ramadan était très, à mon avis, il a dû y penser après, très mal inspiré d'appeler Nab à la rescousse contre moi, puisque pendant que je parlais, moi, à Genève, eux parlaient à Lille, et on voit bien que Ramadan, que je déstabilise un petit peu en ce moment, plutôt que de me répondre directement, parce qu'on voit bien qu'il ne m'a pas répondu. Hein. Il a dit « sera le délire », il a baissé un peu les yeux comme ça, et dit « il n'y a pas à répondre à des trucs délirants ». Il aimerait effectivement que depuis plusieurs mois, il est dans la provocation, depuis plusieurs années, il est dans la provocation. C'est une provocation inutile. Là, on vient de me présenter une vidéo où c'est un peu délirant. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Si, il y a à répondre à une question, c'est Ramadan, t'es payé par le Qatar, on travaille pour qui nous paie, et finalement, quels sont les objectifs du Qatar, pour qui roule le Qatar, et pour qui roule-tu toi, et finalement ça se vérifie sur ta position, malgré les analyses alambiquées et les remarques, et les mais, c'est un peu comme BHL, la guerre sans les mais. Finalement, Ramadan nous a fait la même chose sur la Libye que BHL, hein, c'est l'anti-kadhafisme sans les mais il a quand même participé à la mise à mort de Kadhafi, à la destruction de la Libye, voilà, par des pseudo-salafistes wahhabites au service de l'Empire, tout ça en s'asseyant évidemment comme toujours sur la question sociale, qui est le point qui relie les deux, hein, Ramadan et Nab, en plus d'être des mondialistes, l'un qui s'ignore et l'autre qui le cache, c'est-à-dire que Nab est un mondialiste qui s'ignore et Ramadan est un mondialiste qui le cache. Mais tous les deux ont un grand mépris, je dirais, qui vient de leur idiosyncrasie pour la question sociale, parce que ce sont finalement des cosmopolites. Ils sont de partout et de nulle part, ils sont fiers d'être des touristes révolutionnaires, ils vont
sont fiers d'être allés en Tunisie. J'y suis allé, j'y étais. Et finalement, il y a chez Nab un mépris du peuple français et du peuple et du français qui est très affiché depuis toujours. Il est toujours ailleurs et au-dessus, alors que c'est quand même un petit bourgeois français à lunettes. Hein. Et chez Ramadan, de toute façon, il est dans sa logique, à la limite qui est logique, de finalement d'islamo-mondialiste, antinationaliste, puisqu'il valide, c'est toujours pareil, toute l'idéologie trotsko-maçonnique en réalité, qui fait beaucoup partie de son vocabulaire. Moi, je suis engagé comme un être humain ou comme un citoyen, mais aussi comme un être d'éthique et de responsabilité. Ce que nous voulons ici en France, c'est la dignité, c'est la liberté et c'est le respect de notre être. Et l'anticolonialisme, je dirais, mondialiste, l'anticolonialisme officiel. La justice que vous exigez dans le traitement de votre quotidien, elle doit être accompagnée de la justice que vous demandez à vos pouvoirs d'avoir par rapport au Sud. Tout est lié. Ne tombez pas, on ne doit pas nous tomber dans le piège de dire bon ben c'est notre société, c'est la France, c'est la lutte, les banlieues, tout ça. Les banlieues ne sont que l'expression d'une politique de discrimination vis-à-vis des uns et qui a justifié de la même façon, c'est la même logique qui justifiera qu'on soit du côté du pouvoir vis-à-vis des autres. Ce qui lui permet de légitimer tout le dégueulis d'Ouria Boutelja sur la nation, le peuple, les patriotes, etc. Ce qui en fait un allié objectif du processus impérial américano-sioniste, avec les alliés qu'on connaît du côté musulman, qui sont le Qatar, l'Arabie Saoudite. Enfin, tout ça devient de plus en plus clair au fur et à mesure que les choses se précisent. Et donc voilà, j'ai appelé ça un peu l'alliance circonstancielle et circonstanciée de l'enfumeur et du crétin. Ramadan est un enfumeur, c'est-à-dire qu'il parle très bien, il dit des choses très compliquées, mais ses positions, elles, concrètes, finalement, sont très simples. Il est derrière l'Empire, avec le Qatar qui le paie, finalement. Quant à Nab, il est perdu et qu'il vaudrait mieux qu'il se consacre à la littérature et à la poésie. Mais malheureusement, sur ce terrain-là, et sur le fond et sur la forme, il est bien moins bon que notre ami Félix Le Chat, Nietzsche, qui est bien plus fort au niveau du style et bien plus profond au niveau de la subversion, quoi. Je veux dire, le Léon Bloy actuel, c'est Félix, hein, c'est pas Nab. Hein. Nab, c'est... Et je rappelle pour ceux qui me citent encore au Régal des Vermines, c'est que c'était en 84. Donc vous cautionnez la LICRA. Vous savez ce que c'est la LICRA? Allez-y, oui. La LICRA, dès qu'on prononce le mot juif, il y a un joug terrible. On ne peut plus dire ce mot sans que tout le monde vous tombe sous le dos, sans que tout le monde essaie de vous faire passer pour un hitlérien, simplement. Je vomis la terre entière dans ce livre. Il n'y a pas de raison que les juifs soient exclus de ma gerbe d'or. C'est ça que je dis, c'est tout. La LICRA, vous savez ce que c'est? Ce sont des gens qui se servent du monceau de cadavres d'Auschwitz comme du fumier pour faire fructifier leur fortune. Donc il y a des gens qui ont été performants il y a 35 ans, comme en sport, comme en des tas de domaines. Puis 35 ans après, c'est plus ça, quoi, voilà. Donc Nab, définitivement, c'est plus ça du tout. Voilà. Et je vous dis, je ne vais pas m'acharner, parce que ça m'a presque fait pitié, parce qu'on a le même âge, hein, on est de la même année, de la même génération. Et voilà, on va mettre la vidéo de Lille, et vous pourrez juger de la catastrophe qu'a été cette prestation sur le fond comme sur la forme, quoi. Ils n'ont pas compris, les Occidentaux, que l'islamiste, de voter l'islamiste, par exemple en Tunisie, c'est un rempart contre l'impérialisme occidental, qui ne demande qu'à revenir, bien sûr. Non, bon, faut faire attention à nos niveaux d'analyse. Les pouvoirs occidentaux n'ont jamais eu de problème avec les salafis littéralistes. Ce sont politiquement leurs alliés objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'entrent pas en politique et ils s'arrêtent à la lettre de l'islam et ils font un jugement moral sur le comportement et n'ont pas de vision politique. Ce sont des gens sincères religieusement, naïfs politiquement. On se dit, mais comment ça se fait que chaque fois qu'on a un intérêt géostratégique, il y a tout à coup soit des littéralistes, soit des radicaux extrémistes qui s'installent. Comme si par leur présence, on allait justifier le fait de la sécurité. Et par la sécurité, eh bien, c'est encore une fois un autre type d'impérialisme. Comment faire une révolution après avoir décapité le pouvoir? Voilà, c'est ça. Sur la question de la décapitation, moi je suis prudemment optimiste là-dessus. La Syrie elle-même est très bien choyée par Israël. Israël ne demande qu'à maintenir Bachar al-Assad au pouvoir. Oui, moi
j'aimerais dire une chose par rapport à ça, parce qu'on pourra peut-être ne pas être d'accord, enfin, on n'est pas tout à fait d'accord sur cette question-là. Encore une fois, la situation syrienne est très très complexe. Ben Laden, l'idiot utile des États-Unis. Ça, c'est encore la propagande complotiste. En quoi Ben Laden a été l'idiot utile des États-Unis? Si vous étudiez vraiment, et non pas en regardant les documentaires débiles américains qui sont sur l'Internet, vous apercevrez qu'il n'y a jamais eu aucun contact entre Ben Laden et la CIA. Jamais. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marc-Edouard Naves, en particulier sur la personne de Oussama Ben Laden. J'ai étudié cette question et je l'ai étudiée, et contrairement à ce que tu penses, effectivement, à mon sens, et sur le plan des faits, il est en contact avec les Américains, il est poussé par les Américains. Il se pourrait que l'ennemi public numéro 1, Ben Laden, soit l'ennemi allié objectif d'une stratégie américaine. J'écrivais ça en 1995, et à mon sens, ce qui s'est passé par la suite prouvait qu'il a... Non, et là c'est justement une divergence. J'estime, moi, que tu avais raison peut-être de le penser en 95, mais que le 11 septembre a complètement affirmé cette assertion. Faut pas se moquer du monde. J'ai un pédigré que je vous ai déjà expliqué. Je pense que je suis quelqu'un qui connaît le dessous des cartes. Oui, alors, après avoir parlé du con du mois, là, il y a un con sur les bords. Il y en a un autre qui est cheminade, mais enfin, lui, au moins, il a les signatures. Beaucoup de gens m'ont demandé, des gamins qui veulent m'expliquer la politique alors qu'ils n'ont pas le recul. Je rappelle que moi, j'ai 30 ans de politique derrière moi. Pourquoi je n'appelais pas à voter pour Asselineau? J'ai toujours dit que Asselineau faisait des très bonnes conférences, de très bonnes analyses, mais l'erreur, c'est quand il se prend pour un politique. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas appeler à voter pour quelqu'un qui ne sera pas candidat. Or, Asselineau, quand on proposait des débats avec moi, dont je n'ai pas d'ailleurs envie, parce que je ne vois pas l'intérêt qu'on se tire dans les pattes, moi, je suis un nationaliste authentique, et comment dirais-je, cohérent, je ne combats pas contre les autres nationalistes. Hein, voilà, donc je dis, j'ai toujours relayé les conférences d'Asselineau sur l'histoire de France, la France justement comme anti-impérialisme éternel et radical, ses analyses sur l'Union européenne, il est très performant, mais Asselineau n'est pas un politique. Et quand on m'a dit pourquoi tu n'appelles pas à voter pour Asselineau plutôt que pour Marine Le Pen, je dis parce qu'on appelle à voter pour des candidats à la présidentielle qui seront candidats. Et j'ai dit Asselineau ne sera pas candidat. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il n'est pas candidat, qu'il n'a même pas essayé de l'être. Or, à un moment donné, il disait « Je ne débat moi qu'avec les autres candidats, car je suis candidat ». Un candidat, c'est quelqu'un qui dépose ses signatures. Et pour les déposer, il faut aller les chercher. Or, Asselineau a prétendu être candidat sans jamais même faire l'effort d'aller chercher ses signatures, ce que je savais moi. Donc soit il se foutait de la gueule des gens qui étaient derrière lui, soit il n'a pas tout à fait compris comment ça marche. Donc c'est soit un imbécile, soit un menteur. Je pense que c'est un peu un naïf, un couillon. Mais ce n'est pas un homme politique. Donc maintenant, je dis à tous ceux qui m'ont emmerdé pendant des mois, pourquoi je n'appelle pas à voter pour Asselineau ? Et ben je leur dis parce qu'il n'est pas candidat et que je le savais. Or, une fois de plus, vous vérifiez que je le savais avant lui. Voilà. Hein, donc maintenant, écoutez-moi encore un peu plus sérieusement aujourd'hui qu'hier. Et après, on arrive à ce sujet que Asselineau défend un programme national républicain, qui est le mien, et quel est le seul et unique candidat sérieux national républicain à l'élection? La réponse est bien évidemment Marine Le Pen. Hein, voilà. On peut après passer au sujet suivant. Florian Philippot, parlons-nous franchement, ça fait combien de temps que vous les avez les signatures? Autrement dit, ça fait combien de temps que vous bluffez? On n'a jamais bluffé, Marine Le Pen l'avait dit, dès qu'elle aurait ses 500 signatures, elle le dirait aux Français, elle n'attendrait pas le vendredi au Conseil constitutionnel. Eh bien écoutez, on a dû avoir la 500e hier soir, et Marine Le Pen l'a dit très tôt ce matin. Voilà, elle n'a pas menti aux Français, elle a tenu ses engagements. Alors je viens de l'avoir au téléphone pour jouer franc jeu, elle me l'a confirmé, effectivement, les 500 signatures sont arrivées. On a été vraiment lourdement handicapés par le comportement de l'UMP et du PS. Il y a eu des pressions? Ah oui, il y a eu des pressions, moi je l'affirme très honnêtement. Il y a eu des pressions directes qui ont été exercées sur des élus. Ah bon, vous pensez que c'était de la comédie? Oh, mais je pense que ça fait partie de son scénario de campagne, parce que pour exister au cours de cette campagne, alors que dès qu'elle s'exprime sur son programme économique, on voit bien qu'elle est très en difficulté, il lui faut bien de quoi exister. Il n'y a qu'elle qui entretenait ce suspense. La famille Le Pen a toujours eu ses signatures, et donc nous savions parfaitement qu'elle aurait encore ses signatures. Ça ne change rien. En tout cas, pour le débat, c'est important qu'une force politique soit représentée, bien évidemment, mais moi je n'avais aucun doute. Oui, alors là aussi, il y a toujours les commentateurs Internet
qui font le buzz, mais les 3/4 sont des gamins qui se poussent du col et qui n'ont pas la pratique. C'est que je sais, moi, pour être allé chercher les signatures en 2007, pendant une semaine, avec une voiture de location, en dormant chaque nuit dans un petit hôtel, etc., à quel point il est difficile pour le Front National d'avoir les signatures. Ce n'est pas une légende. Et ce n'est pas difficile, contrairement à ce que raconte Mélenchon, sur lequel je ne vais pas m'appesantir. On en parlera tout à l'heure. Hein. Mélenchon qui est devenu aujourd'hui le meilleur allié de Sarkozy, pour que Sarkozy soit au deuxième tour, en essayant de faire sauter, comment dirais-je, Hollande. Hein. L'Institut CSA hier le donnait à 13%, juste derrière Marine Le Pen, score inédit. L'Institut BVA aujourd'hui le donne à 14%, en 3e place pour la première fois. Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui monte, c'est peut-être l'homme qui pourrait gêner François Hollande sur sa gauche. Le problème, c'est pas de savoir s'il y a le candidat Jean-Luc Mélenchon qui monte dans les intentions de vote. Moi, je dis à François Hollande que si il est inquiet sur son score, c'est à lui de convaincre les Français. Combien d'électeurs Jean-Luc Mélenchon pourrait-il détourner de François Hollande? Cette nouvelle donne, la droite compte en profiter. Pour l'occasion, Nicolas Sarkozy se ferait presque défenseur de Jean-Luc Mélenchon. Mais je vous ai toujours dit qu'à titre humain, c'est quelqu'un que je trouve intéressant, voilà. Tout le système le pousse pour ça en ce moment. Hein. Mais pour revenir au sujet, les gens ne donnent pas les signatures, ne refusent pas de donner les signatures à Marine Le Pen parce qu'ils ne la considèrent pas comme républicaine. J'ai moi fait le travail et je l'ai vérifié, tous les journalistes peuvent le vérifier. Ils disent en général à Marine Le Pen, je voterai pour vous, je soutiens votre ligne politique, mais si je vous donne ma signature, je vais vivre des persécutions personnel, politique, et comment dirais-je, ma municipalité va être tellement persécutée que malheureusement, je le déplore, mais je n'ai pas le courage de vous la donner, parce que je pense d'abord à mes administrés et à ma commune avant vous, en disant « j'espère que vous les aurez, je voterai pour vous, si en dernière instance vous ne les avez pas, revenez me voir, mais je ne peux malheureusement pas vous donner à cause des persécutions que je vais subir ». C'est ça la réalité de la quête aux signatures. Et le seul candidat qui vit ça, c'est Marine Le Pen. C'est pas cheminade, hein. Ni Besancenot, il est mort, maintenant il y a Poutou, ni Mélenchon, ni personne. C'est Marine Le Pen, parce que le système, c'est quand même que le Front National est le seul parti, le seul mouvement anti-système. Hein, même s'il n'est jamais assez radical pour les politiciens internautes, il est le seul parti anti-système. Hein, et donc il est persécuté par le système. Et là, on sait très bien, Ratti a fait une très bonne analyse là-dessus, que Sarkozy, voyant d'après les sondages sérieux, les sondages des RG, par les sondages de l'IFOP, qui appartient à Madame Parizeau et au MEDEF, hein, que en fait, si Marine était candidate, elle l'éjecterait probablement du deuxième tour. Donc son combat était un combat à mort pour qu'elle n'accède pas à la candidature en bloquant les signatures, c'est-à-dire en disant je vous interdis, en gros, de les donner, ne les donnez pas. Et malgré tout, par un énorme travail militant et de terrain, qui a épuisé d'ailleurs la force militante du Front, ce qui est aussi un des jeux, c'est que pendant ce temps-là, ils ne font pas de tractage, ils ne font pas de boitage, ils se sont battus comme des chiffonniers, et ils sont in extremis sur les signatures, voilà. Et ce qui veut dire d'ailleurs que Sarkozy est très inquiet, parce que Marine Le Pen va être dans la course, et que comme par hasard, d'ailleurs, une fois que Marine Le Pen a les signatures, on a la tuerie de Toulouse, hein, qui est aussi une autre manière d'essayer de pénaliser dans un premier temps le Front National. Tout ça est quand même très étrangement cohérent, et comment dirais-je, et efficace d'un point de vue du système, hein, quand on connaît ses moyens et son intelligence, voilà. Hein, donc réfléchissons à tout ça. Donc effectivement, Marine Le Pen a fini par avoir les signatures, je dirais, malgré la menace qu'on faisait peser sur les grands électeurs, hein, parce que c'est ça la réalité qui n'est jamais dite. Hein. C'est Mélenchon qui est un menteur de haut niveau, mais vraiment un menteur sur tous les sujets sérieux, il fait que mentir. Je m'amuserai encore à le démontrer chaque fois qu'il faudra, prétendait en gros que finalement, si Marine Le Pen n'avait pas les signatures, c'est qu'elle n'était pas considérée comme républicaine par les grands électeurs. Non, non, non. C'est qu'on fait peser une menace sur eux pour qu'ils ne donnent pas les signatures. Et quand Jean-Marie Le Pen a dit comme conclusion, ce qu'il faudrait en France, si on réindustrialise, c'est réimplanter des usines à couilles, c'est ça qu'il voulait dire. Le vrai problème, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, comment la classe politico-médiatique se sombre dans le grotesque, et dans la dans la pantomime, dans la pantalonnade sur l'affaire de Toulouse, on voit très bien qu'aujourd'hui, le gros déficit des hommes politiques français à tous les niveaux, c'est le manque de couilles. Hein, mais que cette émasculation a pris, je le dis bien, 2 siècles. Hein, 2 siècles avec 2 guerres mondiales, une guerre coloniale, une décolonisation. On en arrivait aujourd'hui à un peuple de France qui est prosterné, soumis et terrifié à peu près partout. Hein. On le voit, c'est ce que nous vivons en ce moment. Voilà. Et moi, je prétends être, comme Jean-Marie Le Pen, un des derniers Gaulois qui résistent. Hein. Je pense à Vercingétorix et je pense à Astérix.
Et quand je pense à Vercingétorix et Astérix, malgré les excellentes conférences d'Asselineau, je ne pense pas à Asselineau. Il n'a pas le profil. Voilà. Il ne sait pas ce que c'est que d'en prendre plein la gueule. Ce n'est pas un combattant. C'est un commentateur. Et c'est pour ça que ce n'est pas un politique et qu'à un moment donné, on pourrait reparler de Cheminade aussi, qui est en train de se faire défoncer, se ridiculiser partout. Il y a eu des enquêtes dans la presse et selon ces enquêtes, votre technique pour obtenir ces signatures, offrir aux maires ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est-à-dire varier vos propositions selon leur couleur politique. Vous démentez ? Monsieur le juge, madame la juge, je dément. Non, c'est une question et vous me répondez, voilà. Non, voilà, moi je vous réponds comme ça. Je suis invité, je réponds comme je l'entends. Or, le Code civil dit, un prêt se caractérise par la nécessité de rembourser avec ou sans intérêt. Donc probablement on a cru que j'étais un musulman, qui ne voulait pas d'intérêt, je sais pas. Un musulman ? Oui. Et alors ? On est contre le prêt-intérêt. Les musulmans sont contre le prêt-intérêt. Non, c'est une plaisanterie, vous savez. Oui, de pas Il faut très en bon faire goût d'ailleurs. parfois, Pas très même à la bon goût. radio. Vous devez de On dit pas l'argent ? l'État français, on dit la République. Vous nous devez de On dit la l'argent ? République. Bah, l'État, c'est pas un gros mot. Vous nous devez de l'argent ? C'est assez insultant de poser la question de cette façon. Ces gens-là ne sont pas des guerriers. Ce sont des petits de Gaulle qui demandent l'autorisation à la commandanture pour faire comment dirais-je, la proclamation du 18 juin. Vous voyez ? Ils n'ont pas le courage de rallier Londres, de risquer de mourir. Voilà, ils ne savent pas ce que c'est que tout ça. Ce sont des fils à leur maman, ce sont des hauts fonctionnaires. Ils ne savent pas ce que c'est que la résistance à la Soral, à la Dieudonné ou à la Le Pen. Ils n'en ont aucune idée. Voilà. Donc il faut à un moment donné qu'ils restent à leur place. Voilà. Sinon, je me fais un plaisir de les y remettre. Hein, pour finir sur le sujet. Monsieur, moi, j'ai le chiffre de 2% pour l'instant, et on verra si vous avez raison. Je vous dis que 100%, je le répéterai autant de fois qu'il est nécessaire. D'accord, 100%. 100% de la viande abattue en Île-de-France. Vous avez dit distribuée dimanche à Lille. Vous avez dit distribuée en Île-de-France, c'est pas pareil. 100% de la viande distribuée est suspecte, puisque je ne sais pas, ni vous, laquelle est halal et laquelle ne l'est pas. Il y a 200 000 tonnes de viande qui sont consommées en Île-de-France. Et il y a, sur ces 200 000, il y en a 2% et demi qui sont de la viande cachère et de la viande halal. 2% et demi. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire une polémique pour cela ? Premier sujet de préoccupation, de discussion des Français, je parle sous votre contrôle, c'est cette question de la viande halal. Vous voulez consommer de la viande halal, vous y avez le droit. Vous voulez consommer de la viande cachère, vous y avez le droit. Mais vous voulez consommer de la viande qui n'est ni halal ni le cachère, vous y avez le droit quand même. Oui, alors bon, Marine Le Pen est sur une ligne électoraliste, où elle a bien compris que les Français étaient agacés par cette immigration qu'ils n'ont jamais voulu, qu'ils n'ont jamais demandé et qui ne leur apporte rien, et qu'aujourd'hui cette immigration, son marqueur, c'est la réislamisation, effectivement, qui se constate et qui s'explique sociologiquement, à cause de tous les mensonges et des échecs de la République assimilationniste là-dessus. Et sur les causes, on le sait, mais c'est un fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une réislamisation de ces immigrés dont le peuple français ne voulait pas, car ceux qui voulaient cette immigration, c'était le patronat, les loges, et sans doute un certain lobby communautaire qui voulait punir de façon définitive par le métissage la France de Pétain et de la Révolution nationale. C'est ça la réalité. Et Marine Le Pen, qui est électoraliste et qui incarne, je dirais, le peuple français au sens, je dirais, de souche, effectivement, n'a pas le positionnement qui est le mien, qui est plus subtil, moins électoraliste et plus moral que politique, qui est la main tendue aux musulmans. Voilà. Donc, effectivement, elle monte du doigt la question du halal. Elle fait découvrir quelque chose qui est une réalité, sur lequel tous les autres ont menti, c'est que la moitié au moins de la viande que consomment les Français est halal à leur insu, ce qui est absolument pas normal. Mais le problème, après, c'est là on est dans un billard à trois bandes. C'est qu'à un moment donné, après que la droite UMP ait menti sur le sujet, en disant que Marine délirait, en fait, les études sont venues à sa rescousse pour dire qu'elle avait raison sur le sujet, elle ne s'était pas embarquée sans biscuit, et d'un seul coup, Sarkozy courant derrière Marine Le Pen sur le plan électoral, comme il avait roulé les électeurs de Le Pen pour se faire élire en 2007, par la voix de Fillon, dit effectivement le problème de l'abattage confessionnel rétrograde, et il associe le halal et le kasher. Les religions devraient réfléchir au maintien de traditions qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'état aujourd'hui de la science, l'état de la technologie, les problèmes de santé. Il y a des traditions qui sont des traditions ancestrales qui correspondent plus à grand-chose alors qu'elles correspondaient dans le passé à des problèmes d'hygiène. Et dès lors qu'il associe le halal au kasher, ce qui passait très bien, d'un seul coup, on a convocation à la commandanture, c'est-à-dire le rabbin Bernheim vient voir Fillon et lui remonte les bretelles.
En recevant aujourd'hui les représentants du culte juif, François Fillon a clairement joué l'apaisement. Il a réexpliqué de façon très claire qu'il n'était pas question de remettre en cause l'abattage rituel en France. Il s'est défendu d'avoir voulu nous blesser, il s'est défendu d'avoir voulu viser la religion et la communauté juive, là-dessus il a été très clair. Et là on découvre quelque chose que je vais dire moi, que personne n'a le courage de dire, c'est qu'en réalité, et sur le plan rituel et sur le plan du commerce, le halal, c'est le kasher. Car il faut bien savoir que, comment dirais-je, le kasher est halal, mais que le halal n'est pas kasher. Et qu'en réalité, tout le commerce du halal est kasher. Et kasher au sens de à qui appartient le commerce du halal. Vous chercherez les noms, on va les produire. Monsieur Herzog, Monsieur Naouri, Monsieur Lévy-Lambert. Lévy-Lambert. Donc en réalité, le commerce du halal, qui est un énorme commerce, appartient, est dans les mains de la communauté qui a tellement souffert et qu'on ne peut pas nommer. Mais voilà. Donc à un moment donné, quand on attaque le halal, qui veut dire attaquer le communautarisme musulman, les sionistes sont contents parce que ça désigne le bouc émissaire, mais à un moment donné, c'est là où il y a ces contradictions internes à la communauté. C'est que vous voyez, quand on dit qu'il va falloir respecter la loi française sur l'abattage, d'un seul coup, les fils se touchent, parce qu'on touche au business juif du halal. Et là, d'un seul coup, bing, on doit plus en parler, hein, parce que finalement, c'est le kasher et le business kasher. Donc, il faut bien comprendre que si on a pu déroger aux lois républicaines, et que finalement les Français se retrouvent à consommer à 50% de la viande halal et kasher sans le savoir, c'est pas à cause du lobby musulman, qui est inexistant, hein. Je le répète une fois de plus, on peut se plaindre d'une certaine islamisation des masses immigrées françaises, mais combien de ministres musulmans, combien de recteurs d'universités musulmans, combien d'éditeurs musulmans, combien de ministres musulmans, combien de journalistes musulmans, combien de patrons de radio musulmans? Zéro. Hein, voilà. Je ne vais pas vous faire après le même calcul pour l'autre communauté. Là, d'un seul coup, c'est la République de Weimar. Hein. Et donc, pour ceux qui n'aiment pas le halal, hein, et qui votent, je ne sais pas, qui vont sur F de souche parce qu'ils estiment que comment dirais-je, on a droit à la traçabilité, ce qui est une réalité, et on n'est pas obligé de bouffer de la viande confessionnelle en France quand on n'est pas de cette culture-là, qu'ils sachent bien que si ça a été possible, c'est parce que c'est un commerce kasher, voilà. Et que sans doute que c'est comme ça que tous les passe-droits ont lieu et qu'on a dérogé à toutes les règles sanitaires, etc., etc. Et que finalement tout ça est toujours du billard à trois bandes, hein, c'est compliqué. Et c'est intéressant d'un point de vue, je dirais, pédagogique, même s'il n'y a pas de conclusion politique immédiate à en tirer. Voilà. Mais c'est ça la réalité de l'affaire. Voilà. Le halal, c'est le kasher. Voilà. L'incident avec François Fillon est donc clos, mais les représentants de la communauté juive restent en alerte sur un point qu'ils ont abordé plus tard dans l'après-midi avec Claude Guéant cette fois-ci. Ils ont réaffirmé leur désaccord à l'étiquetage de la viande kasher proposé par Nicolas Sarkozy. Le fait de stigmatiser une communauté religieuse en étiquetant sa viande signifie en fait que ce sont les plus pauvres qui payeront, parce que la viande sera plus chère, dès lors qu'elle est étiquetée, elle est stigmatisée, donc elle est plus chère. Demain, ce sont les représentants du culte musulman qui seront reçus à Matignon par François Fillon. Nous allons mettre en place une commission théologique pour observer si la pensée religieuse de l'islam n'a pas donné un certain nombre de possibilités d'avancer. Il y a les textes, il y a les traditions, il y a les données théologiques classiques, mais est-ce que les savants de l'islam n'ont pas considéré ou n'ont pas pris un certain nombre de positions que nous voulons connaître? Autre proposition de Nicolas Sarkozy, diviser par 2 donc le nombre d'immigrés qui rentrent en France. En gros, il y en a 180 000, il dit qu'il faut être au-dessous de 200 000. Il a raison? Moi, je pense qu'il a entièrement raison. Je pense peut-être même qu'il ne va pas assez loin. Attendez, vous répétez, parce qu'une organisation... alors, je ne sais pas comment vous définir des musulmans. Comment vous définissez? Alors, nous, Fils de France, c'est très simple. C'est la première fois que je l'entends, ça, dire dans la bouche de musulmans. Fils de France, c'est une organisation qui vient de se créer. Nous avons fédéré l'ensemble des volontés de jeunes musulmans en France comme un point de départ pour arriver à l'idée d'un patriotisme finalement. Aujourd'hui, les musulmans sont français depuis 4 générations et le rapport charnel, le rapport amoureux au pays fait que ça a produit du patriotisme, tout simplement. Oui, alors on remarque une fois de plus, la hiérarchie est la même. On crache sur le halal, personne ne dit rien.
Fillon, à un moment donné, commet l'erreur d'associer halal et kasher. Là, le rabbin Bernheim, qui est un religieux, vient immédiatement, parce que lui, il s'invite, le lendemain, il vient et lui dire « ferme ta gueule, c'est nous les patrons ». Et là, derrière, il y a Boubaker, l'alcoolique franc-maçon de la grande mosquée de Paris, qui dépend de l'Algérie, qui n'est pas un pays islamique. Il suffit de se rappeler de ce qui s'est passé dans les années 90 pour en être sûr. Et effectivement, vient voilà, en bon soumis, signer là où on lui dit de signer. Donc on a bien la hiérarchie, hein, la fausse République française, les patrons qui convoquent et qui décident à un moment donné si on continue à taper sur les musulmans ou pas, parce que leur taper sur la gueule c'est bon pour Israël, mais trop leur taper sur la gueule à travers l'Al, c'est mauvais pour le business. Vous voyez ? Et puis derrière, le bon soumis Boubaker, je rappelle qu'il est alcoolique et franc-maçon, ce qui est beaucoup pour un musulman, un recteur de mosquée, et ben là il vient, il dit où est-ce que je signe en bon, c'est comme dans le temps les indigènes faisaient une croix. Il pourrait signer avec une croix, à la limite. Ça serait exactement de sa réalité, et la réalité de la communauté musulmane de France, hein, sur laquelle tout le monde s'essuie les pieds, car elle n'a aucun pouvoir, à part le pouvoir d'agacer, hein, ce qui est quand même tragique. Voilà. Et c'est pour ça que là, on peut effectivement signaler que, enfin, comme je l'espère depuis des années, et comme je l'appelle de mes voeux, commencent à se constituer en France des associations de Français musulmans, qui ne sont pas, comment dirais-je, des émigrés, qui sont nés ici et qui sont pleinement français, qui ne sont pas des blédards incultes, qui confondent islam et patriarcat méditerranéen arriéré blédard, qui ne sont pas des vendus au régime algérien, ou au régime tunisien, ou au régime marocain, qui ne fonctionnent pas avec l'argent du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, mais qui défendent leur intérêt bien compris, c'est-à-dire que Ramadan ne peut pas comprendre, lui le cosmopolite, qui ne vit pas en France et qui est ni suisse, finalement, ni égyptien, ni anglais, ni qatari. C'est un cosmopolite de l'hyperclasse comme Attali. Il fait partie de la communauté internationale, finalement. Mais je dis, ces fils de France, ces musulmans français, qui comprennent bien qu'en tant que Français nés en France de confession musulmane, qui réfléchissent à quel est leurs intérêts bien sentis pour réussir leur vie sociale et quotidienne en France. Hein, ce qui n'est pas du tout le sujet de Ramadan, parce que ce n'est pas son idiosyncrasie, ce n'est pas son problème, lui, de vivre au milieu des Français. Et donc là, on a effectivement enfin, après avoir perdu beaucoup de temps à cause des manipulations de SOS Racisme, je ne vais pas rappeler effectivement le rôle qu'a joué le Parti socialiste dans tout ça, mais qui est enfin effectivement ce que j'appelle moi de mes voeux, et dans lequel je ne veux pas intervenir, car ce n'est pas à moi de parler au nom de ces gens-là, ni à moi ni à Ramadan de parler au nom des Français musulmans. Hein. Mais enfin, grâce à Kamel Béchik, grâce à Albert Ali et à d'autres, que Ramadan finalement bloquait par son omniprésence. Je peux comprendre que Ramadan ait à un moment donné représenté une fierté pour les musulmans de France, parce que c'était mieux que l'imam de Drancy, ou que Boubaker, l'alcoolique soumis au CRIF. Mais finalement, ce n'était jamais qu'une période intermédiaire d'un étranger qui finalement roule, ce qui est peut-être mieux que pour le régime marocain, par exemple. J'ai vu ce que c'était que les musulmans marocains, à travers mes déboires Al Jazeera Bruxelles, vous voyez. Alors c'était mieux que rien Ramadan, mais maintenant l'époque Ramadan est finie. Maintenant, les gens qui doivent parler d'islam en France doivent être des Français nés en France, de confession musulmane, qui soient issus de l'immigration ou convertis. Parce que ces gens-là, leur intérêt, c'est comment utiliser au mieux ma réalité de Français et ma foi musulmane pour réussir ma vie en France et me faire respecter en France. Voilà. Et ça passera par Kamel Béchik et son association Fils de France, ça passera par Albert Ali, ça passera par ces musulmans-là, qui ne sont pas, je dirais, des soumis, hein, comme on pourrait le dire, au CRIF ou aux pays étrangers, qui sont des types qui représentent ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire qui défendent leurs intérêts de Français de confession musulmane. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils se battent pour eux. Moi, je viens du Berry profond. J'ai été éduqué quasiment à la campagne. Mon père était maraîcher. J'ai vécu ma scolarité en pensionnat catholique. Et ça fait de moi un amoureux de la France qui prie 5 fois par jour, qui jeûne 1 fois le mois dans l'année et qui me rend à mon pèlerinage à la Mecque. C'est pas le problème. Donc ça vous choque pas sur l'immigration quand on dit il faut la diminuer de façon drastique? Ah mais non seulement ça me choque pas, mais en plus j'espère qu'ils iront plus loin et qu'ils la limiteront davantage. Ce type-là est exactement ce qui peut permettre la réconciliation nationale entre Français non musulmans et Français musulmans, et qui est exactement, je dirais, le type qui désamorce la bombe qui vient de péter à Toulouse, vous voyez, incarné justement par ces espèces de néo-salafistes wahhabites que l'argent du Qatar est en train de financer avec l'aval
je dirais, de Sarkozy. Il ne faut pas oublier que le Qatar ne fait pas que financer le néo-salafisme de banlieue, sans doute, pour que les méchants de service fassent le rôle qu'ils doivent faire pour la réconciliation franco-sioniste. Hein. Ils ne font pas que ça, ils rachètent aussi le capital de Lagardère, ils rachètent aussi l'équipe du PSG. Ils sont en train de mettre plein de pognon en France avec l'aval de l'UMP sarkozyste et du grand patronat français, qui, je le pense, n'est pas pro-palestinien. Vous voyez ? Voilà, donc il faut comprendre effectivement toute cette analyse. Donc je dis que je me réjouis qu'il y ait enfin, pour parler de l'islam en France, des Français musulmans qui le fassent. Que ce ne soit plus des types imposés par le bled et qui travaillent pour les régimes étrangers et qui se servent des Français musulmans de cinquième colonne sans jamais penser à leurs intérêts propres, car je pense que le rôle qu'a joué la junte militaire algérienne dans la manipulation des doubles nationaux franco-algériens a été sans doute intéressant pour le rapport de force entre l'État algérien et l'État français, mais a sans doute terriblement nui aux franco-algériens nés ici, qui effectivement sont au bas de l'échelle sociale, au bas de l'échelle symbolique et au bas de l'échelle communautaire, malgré parfois 3 ou 4 générations de présence. Et je pense que pour la réconciliation nationale, pour la fin des manipulations, pour le respect des musulmans par les Français de souche, il est impératif que sortent du jeu l'imam de Drancy, Boubaker, mais aussi Ramadan. Quant à Nab, il faut qu'il se taise, parce que de toute façon, il ne connaît rien à la question, et que soient mis de plus en plus en avant ces musulmans français, qu'on appelle patriotes, mais qui sont simplement des musulmans français. Je vous signale que quand on est français musulman, on aime son pays, et ça se prouve dans ses positions. Voilà. En général, quand systématiquement on crache à la gueule de la France comme si c'était un parent putatif ou une belle-mère ou un beau-père, et que systématiquement on se positionne contre, c'est qu'on n'est pas français. Hein, c'est clair et net, parce qu'on prouve qu'on est d'un pays par son attachement au pays. Moi, quand je vois un franco-algérien binational, pour savoir en fait de quel pays il est réellement, je vois comment il se positionne quand il y a conflit entre la France et l'Algérie. Et quand systématiquement il crache sur la France et qu'il prend une position pour l'Algérie, j'en déduis que c'est pas encore un Français. Parce qu'un Français, comme un Marocain au Maroc, un Ougandais en Ouganda, ou un Sénégalais au Sénégal, c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est-à-dire qu'un Sénégalais, c'est quelqu'un qui aime le Sénégal et qui se bat pour le Sénégal. Un Algérien, c'est quelqu'un qui aime l'Algérie et qui se bat pour l'Algérie. Un Français, c'est quelqu'un qui aime la France et qui se bat pour la France. Et ça, c'est la définition radicale et définitive. Et c'est comme ça qu'on détermine. Et moi, j'aime la France et je me bats pour la France. Ramadan n'est pas français, n'aime pas la France et ne se bat pas pour la France. Voilà. Kamel Béchik est un Français, il aime la France et il se bat pour la France. Et il se bat pour la France en tant que musulman, non pas en soumettant l'islam à la France, mais en faisant en sorte que soit le mieux vu, le plus respecté, les Français musulmans en France. Car c'est son intérêt objectif, en plus d'être de l'intérêt supérieur de la France. Hein, voilà. Puisque effectivement l'intérêt c'est la réconciliation nationale par le haut, et pas le conflit de civilisation, qui en dernière instance, je le répète, ne profite qu'aux sionistes et à leurs alliés que sont les wahhabo-salafistes qataris et saoudiens, et leurs stipendiés, dont Tariq Ramadan. Tout ça est très logique et très cohérent, et ça se verra chaque jour un peu plus.